Bonjour, je m'appelle Sophie Vandendorp, je suis médecin nutritionniste au centre hospitalier de Valenciennes et je m'occupe de personnes dénutries. Qu'est-ce que la dénutrition ? Alors, la dénutrition est un problème majeur de santé publique qui va concerner plus de 2 millions de personnes en France. Elle résulte d'un déséquilibre nutritionnel caractérisé par une balance énergétique et ou protéique négative. Elle peut être liée à plusieurs mécanismes, soit une diminution des apports alimentaires parce qu'il y a une perte d'appétit quelle qu'en soit la cause, parce qu'il y a des troubles de la déglutition, parce qu'il y a une perte d'autonomie par exemple, ou encore une augmentation des besoins énergétiques, notamment dans certaines pathologies comme les cancers, comme certaines insuffisances d'organes, ou encore une association entre les deux mécanismes. Ce déséquilibre va provoquer une modification de la composition corporelle avec une perte de poids et une perte de masse musculaire qui vont entraîner des conséquences sur la santé, comme une augmentation du risque d'infection, une augmentation du risque de chute et donc de fracture, une augmentation du risque d'escarres ou des retards à cicatrisation des plaies, une augmentation des risques de toxicité médicamenteuse, une augmentation des complications post-opératoires ou encore une perte d'autonomie. Lorsque la dénutrition n'est pas prise en charge rapidement, le patient entre dans ce qu'on appelle la spirale de la dénutrition, c'est-à-dire un cercle vicieux où la dénutrition va entraîner une aggravation des pathologies qui elles-mêmes vont aggraver l'état nutritionnel et augmenter le risque de mortalité. Quels sont les critères de diagnostic ? Le diagnostic de dénutrition va reposer sur l'association de critères phénotypiques, c'est-à-dire une perte de poids de plus de 5% en un mois ou de 10% en 6 mois ou par rapport au poids habituel du patient, ou un IMC inférieur à 18,5 kg par mètre carré chez les personnes de moins de 70 ans ou inférieur à 22 kg par mètre carré chez les personnes de plus de 70 ans, ou une réduction quantifiée de la masse musculaire et ou une réduction de la fonction musculaire chez les personnes de moins de 70 ans, ou une sarcopénie confirmée, c'est-à-dire l'association entre une réduction de la masse et de la fonction musculaire chez les personnes de plus de 70 ans. En plus du critère phénotypique, il faut y associer un critère étiologique, c'est-à-dire une réduction de plus de 50% de la prise alimentaire pendant une semaine, ou toute réduction de la prise alimentaire pendant plus de 2 semaines par rapport aux besoins du patient ou par rapport à sa consommation habituelle. D'autres critères existent, comme par exemple les situations de malabsorption ou encore une situation d'agression, par exemple en cas de pathologie aiguë ou de pathologie chronique ou maligne évolutive. Une fois qu'on a un critère étiologique et un critère phénotypique, on va pouvoir déterminer la sévérité de la dénutrition en fonction de l'importance de la perte de poids, en fonction du seuil d'IMC ou du dosage de l'albuminémie. Certains outils vont nous être nécessaires pour évaluer l'état nutritionnel. En premier lieu, un pèse-personne et une toise qui vont nous permettre de connaître le poids, la taille et donc l'IMC du patient. Un grip test, le dynamomètre hydraulique à main qui va nous permettre d'évaluer la force musculaire. L'impédance métrique qui va nous permettre d'évaluer la composition corporelle. Et enfin, le CEFI qui est une échelle visuelle qui va nous permettre d'évaluer la prise alimentaire du patient, soit par lui-même, soit avec l'aide d'un soignant. Quels sont les premiers signes à surveiller ? Il est important de se peser régulièrement et que les patients puissent être pesés à chaque consultation médicale ou à chaque hospitalisation pour pouvoir repérer le plus précocement possible toute perte de poids. D'autres signes d'amaigrissement peuvent être importants à rechercher, comme des vêtements qui deviennent trop amples, la nécessité d'ajouter un trou dans la ceinture, une montre qui devient trop grande ou encore une prothèse dentaire qui devient inadaptée. Comment soigne-t-on la dénutrition ? La SFNCM a publié un algorithme de prise en charge nutritionnelle qui recommande de mettre en place une alimentation enrichie et des compléments nutritionnels oraux chez les personnes qui ne sont pas dénutries mais présentant une diminution de leur prise alimentaire avec des ingestes inférieurs à 2/3 des besoins ou inférieurs à 7/10. En cas de dénutrition modérée avec une prise alimentaire diminuée à moins de 2/3 des besoins ou un CEFI inférieur à 7/10 ou en cas de dénutrition sévère, il est recommandé d'envisager d'emblée la mise en place d'une nutrition artificielle, soit par voie entérale lorsque le tube digestif est fonctionnel, ou par entérale lorsque le tube digestif n'est pas fonctionnel, ou en cas d'échec d'une nutrition entérale bien conduite. Comment bien utiliser les compléments nutritionnels ? Les compléments nutritionnels oraux sont des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales qui sont concentrées
en énergie et en protéines. Il se présente sous plusieurs formes, lactés liquides, crème, jus, biscuits, etc. et existe en goûts variés, ce qui va permettre de couvrir les besoins nutritionnels du patient et de s'adapter à ses goûts. Ils doivent être consommés en complément de l'alimentation habituelle. Il est donc important qu'ils puissent être pris à distance des repas, en dehors des situations où ils sont utilisés pour enrichir les préparations. Ils doivent également être fractionnés au cours de l'alimentation afin d'éviter une sensation de réplétion gastrique. Une fois entamés, ils peuvent être conservés 24 heures au réfrigérateur afin de pouvoir être pris au fur et à mesure de la journée. Généralement, 1 à 2 compléments nutritionnels oraux sont prescrits. Au-delà, leur consommation risque de retentir sur la prise alimentaire. Les compléments nutritionnels oraux sont disponibles en vente libre en pharmacie ou sur prescription médicale en pharmacie ou auprès de certains prestataires de santé à domicile, comme Adom. Qu'est-ce que la nutrition entérale ? La nutrition entérale correspond à l'administration d'un mélange nutritif directement dans le tube digestif par l'intermédiaire d'une sonde. Elle est utilisée lorsque le patient n'est plus capable de s'alimenter par voie orale ou plus capable de s'alimenter suffisamment pour couvrir ses besoins protéino-énergétiques et que son tube digestif est fonctionnel. La nutrition entérale peut donc être exclusive si le patient n'est plus capable de s'alimenter du tout ou non exclusive en complément de l'alimentation. Les mélanges utilisés sont équilibrés et permettent donc au patient de couvrir tous ses besoins en nutriments pour pouvoir maintenir ou restaurer un bon état nutritionnel. Le type de sonde utilisée va dépendre de la durée prévisible de la nutrition entérale. On utilise une sonde nasogastrique ou une sonde nasogéjunale lorsque la nutrition entérale est d'une durée prévisible courte, c'est-à-dire moins d'1 mois, ou alors lorsque la nutrition entérale va être prolongée, au-delà d'1 mois, on envisage à ce moment-là l'utilisation de gastrostomie ou de jéjunostomie. Chez la plupart des patients, la nutrition entérale est administrée en site gastrique, mais dans certaines situations, on peut envisager l'administration de la nutrition entérale en site jéjunal, notamment en cas de reflux gastro-œsophagien sévère, en cas de gastroparésie ou en cas de modification anatomique, par exemple lorsqu'il y a un antécédent de gastrectomie. Qu'est-ce que la nutrition parentérale ? La nutrition parentérale correspond à l'administration d'une solution nutritive par voie intraveineuse de manière continue ou discontinue. Comme la nutrition entérale, elle peut être exclusive lorsque le patient n'est plus capable de s'alimenter ou complémentaire d'une alimentation orale. Elle est indiquée lorsque la nutrition entérale est contre-indiquée ou en cas d'intolérance de celle-ci. Donc on va la mettre en place dans les situations d'occlusion intestinale, d'insuffisance intestinale, en cas de vomissement incoercible ou en cas d'échec d'une nutrition entérale bien conduite. Dans les autres situations, si le patient a besoin d'une nutrition artificielle, c'est une nutrition entérale qu'il faudra prescrire. Que faut-il retenir ? En résumé, il est important de contrôler régulièrement son poids et de ne jamais banaliser une perte de poids. Si vous ou un de vos proches avez perdu du poids, rapprochez-vous de votre médecin ou de votre diététicien.